Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve ce soir pour faire un peu de lecture. J'espère que vous allez apprécier ce petit moment de calme et de sérénité. Coucou Cthulhu, je vois que tu vas bien. Tu as passé un bon week-end? Rien n'a marché sur mes jeux, mais oui. Ah, quel dommage. Qu'est-ce que t'as fait de ton week-end? Enfin, qu'est-ce que t'as fait sur tes jeux? Non, c'est vrai, tu voulais télécharger, c'est vrai. Donc rien n'a fonctionné. Oui, parce que si... Merci beaucoup Cthulhu, ça fait très plaisir de voir ça. Les téléchargements n'ont pas bien avancé. Calme, et moi je vais briser des crânes sur Skype. Évidemment. Bah ça y est, je viens à la comédie française. Oh, intéressant. Je ne connais absolument pas. Je ne connais absolument pas. Et si ça, mais ça a planté, je sais pas. Ah, quel dommage. C'est vraiment triste quand tu sais absolument pas pourquoi ça plante, malgré le fait que t'essayes des trucs. Bon, ça ira mieux là, mais samedi j'ai genre 5-6 jeux. Ah bah tant mieux. Il y aura du contenu. Rien de bien. Ah là 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 là. J'espère que tout se passera pour le mieux là, les prochaines fois. Mais c'est une adaptation d'un auteur russe, Tarkovsky, je crois. D'accord. Et bah écoute, je suis très curieux, je regarderai ça. La mise en scène est grave chelou. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Toi le week-end? Alors moi c'était un samedi très chargé, où beaucoup de magasins pour faire quelques achats et regarder 2-3 trucs. Et ce dimanche ça a été plutôt calme. J'ai beaucoup de cuisine ce dimanche et puis aussi pas mal de... comment dire? Pas mal de conneries, notamment l'audio sur NVSP. Très fier de cet audio, il était vraiment con et vraiment... il m'a vraiment amusé à faire. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'acheter du sirop. Non, mais j'en ai bu. Ah là là, j'en ai bu du sirop. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me recharge en fait en sirop. NVSP, oui. Oui, tout à fait. Bon, allez. Il est peut-être temps de lire un petit peu. Mets-toi à l'aise. Je vais baisser encore un peu plus le son de fond. Normalement là ça devrait être bien mieux. Et j'avoue hésiter pour ce soir. J'ai 2 petits livres de nouvelles. L'un de Bernard Werber, celui qu'on a lu la dernière fois. L'auteur qu'on a lu la dernière fois sur un autre livre. Et j'ai aussi une autrice avec qui je... Oui, Sultaner, évidemment. Incroyable mais vrai, c'était Sultaner, effectivement.
Donc je disais, là j'ai le choix entre soit du Bernard Werber, avec nos amis les humains, une petite compilation de diverses histoires, soit, attendez, je vais chercher le livre. Donc, je disais, soit du Bernard Werber, soit une autrice qui n'est pas une autrice très connue, qui est diffusée de partout, qui s'appelle Chloé Garcia. Aussi un livre de nouvelles, évidemment, parce que j'adore lire ça. Je trouve que c'est le plus calme et le plus reposant possible. Et tous les deux sont sur des petits mondes fantastiques, science-fiction. Lequel tu veux, Cthulhu. Entre Bernard Werber et Chloé Garcia. J'en profite pour vérifier que tout est bien lancé. Ouais, c'est bon. J'en profite aussi pour voir un petit peu si j'ai pas oublié quelque chose, mais normalement non. C'est du très calme, c'est du fait péter Chloé. Eh bien, on va partir sur Chloé Garcia. Donc c'est une autrice que j'ai rencontrée dans un salon virtuel. C'est une autrice qui faisait de l'informatique et qui est partie sur de l'écriture. Donc vraiment pour partager son fond, je mute le jeu par Farpay, évidemment. Donc elle a voulu partager son univers et ses histoires, son imaginaire. Donc je vais commencer à vous lire Un monde pour demain de Chloé Garcia. Je vais peut-être couper le son à fond du... Voilà. On est mieux sans musique. C'est parti. Travail de nuit. Le gong sonne. C'est l'heure, ça y est. J'en suis chaque fois si contente et parfois un peu effrayée. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'appelle Bini et Fari. Ils pestent et râlent comme d'habitude. Je leur fais signe de me suivre. Ils prennent leurs accessoires d'entretien, enfilent leurs chaussures et s'exécutent. On est un peu les cendrillons ici. On passe notre temps à faire le ménage et à ranger tout ce qui traîne. On est quand même fiers de notre travail car c'est grâce à nous que les visiteurs profitent vraiment du spectacle. Ce soir, on doit s'occuper de l'espace numéro 9. Ce n'est pas mon préféré, mais je m'y sens à l'aise. Contrairement à celui où se trouve une vieille méchère aux yeux sombres qui me donne l'impression de vouloir me manger toute crue. J'en frémis rien qu'à l'imaginer. Paris, va vérifier les costumes, s'il te plaît. Lini, peux-tu commencer l'inventaire des accessoires? On se rejoint tous ensuite dès que chacun a terminé. Ça roule, Madame Neri. À vos ordres, chef. Je les aime, ces fripouilles. On fait du beau boulot ensemble, et c'est toujours un plaisir de les voir s'activer avec acharnement. Ils ont beau se plaindre et râler, ils se sentent bien ici. C'est un job tranquille. On ne croise pas grand monde, on peut être nous-mêmes et on vit aussi de drôles d'aventures. La fois dernière, on a dû courir après un énorme dragon. Ce n'était pas une mince affaire. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler, c'était magique. Paris s'est même brûlé le haut des cheveux. Vraiment hilarant. Bon, je dois me mettre au travail. Je commence par analyser rapidement chaque salle de l'espace au cas où j'y trouverai quelque chose de suspect. Je commence par la première chambre. Oui, Bini est en train d'y valider la présence de chaque objet et semble appliquer. Je le laisse tranquille et continue mon inspection. Les chambres à coucher sont parfaitement opérationnelles, tout comme les salles de réception, les salles de bal, les salons et le jardin.
Les reconstitutions... Ah là là, je suis navré pour toi. Je reprends. La reconstitution du palais est merveilleuse. On s'y croit vraiment. Je préfère le jardin car il est indescriptible. Tout est recouvert de blanc. On m'a expliqué que ça s'appelle de la neige. Ce jour-là, j'ai fait semblant de comprendre, en hochant la tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime la toucher et la frotter au creux de mes mains. C'est froid, doux et si étrange. Quand je marche dedans, je laisse des traces et je ne fais pas de bruit. La Terre devait être une planète vraiment magique. Une autre de mes tâches quotidiennes consiste à vérifier que les protagonistes sont bien endormis pour être en forme le lendemain. Ce sont eux qui s'occupent de toute l'animation. Je crois que cela consiste en ma partie favorite. Dans cet espace, les héros sont allongés à même le sol au centre du plus grand salon. Je me dirige vers eux. Ils semblent si paisibles dans leur sommeil. J'en compte 4 au lieu des 5 habituels. Mince, on a un problème. Farid, Bini, au rapport. On a un manquant. Retrouvez-le-moi. Cool, s'exclame Farid, qui replace une belle robe bleue sur son cintre avant de venir près de moi. J'arrive, dit Bini, tout sourire, content d'arrêter son inventaire ennuyeux. Je leur montre ma liste et la personne manquante. Ils acquiescent et partent à sa recherche. Bini suggère d'aller voir dans l'espace voisin, le 10. Dans l'après-midi, il y a eu un bal dansant accueillant les héros des espaces 9, 10 et 11. Notre héroïne s'y est peut-être perdue. Nous pénétrons dans une immense cour magnifiquement ouvragée où trône un puits en pierre, un petit lac, un pont et de jolies tables en bois. Le son des oiseaux manque cruellement à cette vision. Vivement demain. Elle est là, triomphe Bini, en pointant du doigt une jeune fille pâle, recroquevillée et frissonnante sous une table. Sa robe de bal est sale et des larmes recouvrent ses joues. Son visage enfantin me touche à chaque fois. Je m'approche et lui tends la main. Elle nous connaît bien et nous fait confiance. Je suis désolé, Neri. Je voulais suivre le prince Philippe, mais on m'a repoussé. J'étais perdu. Je ne voulais pas rentrer. Je l'aime, tu comprends? Ma petite Elsa, viens et suis-moi. Je comprends tout à fait. On trouvera une solution. Mais d'abord, il faut que tu rentres chez toi et que tu te reposes. Elsa me regarde et sourit. Elle me croit. Je m'en veux. J'ai mal pour elle alors que je ne devrais pas. Nous la ramenons près des siens et la berçons quelques instants avant de la désactiver. Nous continuons notre travail et finissons dans les temps. Demain, le musée des anciens terriens ouvrira ses portes et Elsa aura tout oublié. La Reine des Neiges est le livre d'histoire le plus apprécié de la galaxie. Je suis sûr que c'est à cause de la neige. Et voici la première nouvelle. J'espère que vous avez apprécié ça. C'était la première nouvelle. Il faut savoir qu'à chaque... pense à quoi elle se pose pour la session de lecture avec son petit thé. Avec plaisir. Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien, j'en profite pour discuter, pour lire un petit peu. L'autrice s'appelle Chloé Garcia. C'est un des livres qu'elle a écrit, c'est très science-fiction. Ça s'appelle Un monde pour demain. Et du coup, c'est tout simplement un petit recueil de nouvelles. Je viens de lire la première nouvelle. Il y a toujours plein de petites surprises à la fin de chaque texte. Donc le suspense sera toujours à son bout. Et 2 jours, mais oui, impec. Et ben Rasputin, profite car je pense que avec ce live, tu vas dormir d'une seule traite. Je commence le deuxième texte qui s'appelle Un voyage dans le temps. J'ouvris les yeux et ressentis un terrible mal de crâne. Tout m'apparaissait flou et me perturbait. Comprenant que je devais patienter avant que ma vue ne se stabilise, je tentai de me redresser et cela me fit terriblement souffrir, comme si des milliers d'aiguilles attaquaient chaque parcelle de mon corps. Je décidai de rester allongé quelques minutes, profitant de la sensation des draps soyeux sous mes doigts,
du lit confortable soutenant mon dos et de la douce brise qui me léchait affectueusement le visage. La fatigue reprit vite le dessus et je sombrai à nouveau dans les tourments de mes rêves, saccagés par le bruit frénétique des flots. Il se réveille. Je ne reconnaissais pas cette voix chaleureuse qui semblait contente de me voir. Des réflexions étranges m'assaillèrent soudain. Qui étais-je? Comment m'appelais-je? Les souvenirs comme ma mémoire avaient disparu et la peur me figea. Je fixai la jeune femme qui me tenait la main et qui arborait un grand sourire sur les lèvres. Je lui rendis une expression malaisante et retirai prestement mes doigts des siens. Je ne voulais pas la blesser, mais je ne pouvais pas non plus lui donner de faux espoirs. Elle comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas et sa mine se décomposa. Il ne l'a pas reconnue, prononça une autre voix dans la pièce. Un médecin, bras croisés, m'examinait de haut. Je n'aimais pas sa façon de m'observer. Je n'avais apparemment pas perdu le sens du quotidien à l'hôpital. Je savais différencier les médecins des infirmiers, alors que cette jeune femme ne me disait absolument rien. J'avais de la peine pour elle, car sa vie ne serait plus jamais la même. Elle n'abandonna pas et approcha son visage du mien, une lueur d'espoir au fond de ses prunelles. Tout s'embrouillait dans ma tête, mes émotions s'en mêlaient et l'obscurité envahissait mon esprit. Chris, c'est moi, Laura. Tu sais qui je suis? Sa jolie voix tremblait, à l'image de son âme chamboulée et de mon être brisé. Je ressentais toutes ses attentes et ne pouvoir y répondre m'accablait. Je lui adressai un nom de la tête, après quelques secondes d'hésitation et de torture intérieure. Son monde sembla s'écrouler. Une larme coula depuis son œil droit et elle se leva précipitamment pour se venger sur le médecin, aussi malheureux et impuissant que moi, à coups de poing et de cris. « Laura, calme-toi, je t'en supplie » exclama-t-il en essayant de faire face à l'explosion de rage de la jeune femme. Ces hurlements sinistres, emplis de désespoir, me resteraient longtemps en tête. Le médecin sortit de ma chambre et Laura le suivit, en pleurs. Le silence m'apaisa et je pris le temps d'investir les tréfonds de mon être, ou du moins de ce qu'il en restait. Je ne me souvenais ni d'hier, ni de l'année dernière, ni d'aucun autre instant excepté celui que je venais de vivre. Comment en étais-je arrivé là? Malgré ces vides, je percevais que mes connaissances n'étaient pas celles d'un nouveau-né et que mon bagage scientifique s'étendait bien au-delà de celui d'un simple novice. Je n'avais pas tout perdu en fin de compte. Le savoir serait ma force et il m'aiderait à me retrouver, à donner un sens à ma vie, du moins, je l'espérais. Je tentais de me redresser, mais l'effort m'assomma. Je me réveillai en même temps que le soleil. Ma chambre illuminée par les rayons flamboyants brillait de mille feux. Je suis ravi de savoir, Rasputin, que ma voix fait tout de suite effet. Et sache que c'est probablement un petit mélange des deux. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Ces éclats me firent mal aux yeux, et je ne remarquai pas tout de suite que le médecin rencontré la veille m'observait depuis la porte. « On a bien dormi ?» me demanda-t-il en tapotant de son stylo un calepin sur lequel il devait prendre note du moindre de mes gestes. J'acquiesçai, avare de paroles, et détournai le visage. Les rideaux me bouchaient la vue, m'empêchant d'admirer l'extérieur. Je grognais intérieurement. Je voulais poser mon regard sur autre chose que la mine hautaine du praticien. Si vous pouvez vous lever aujourd'hui, vous serez libre de quitter l'hôpital. Je dois d'abord vous faire une prise de sang à jeun et vérifier vos constantes. Êtes-vous prêt, Chris? Puis-je vous appeler Chris? La question me laissa pantois. Je n'avais pas du tout réfléchi à mon identité ou mon prénom, et je me rendis compte que je m'en fichais éperdument. Laura m'avait appelé Chris, alors je serais Chris. Le médecin attendait ma réponse avec curiosité et son empathie, simulée ou véridique, me décrispa. Je le détestais un peu moins. Chris, oui, ça ira, je suis prêt. Et répondis-je maladroitement, la bouche pâteuse et sèche. Il acquiesça, posa son carnet, enfila des gants et saisit une aiguille sur une commode à côté du lit. Il prit soin de la stériliser pendant que je me redressais.
Des nausées m'assaillirent et je réalisai que j'avais répondu trop vite. Il remarqua mon malaise et m'aida à m'asseoir. Accomplissons cela hâtivement que vous puissiez boire et déjeuner tranquillement. Sa sollicitude m'étonna et je me laissai faire. La tâche fut rapidement réalisée et je ne ressentis rien. Mon sang rouge foncé avait rempli rapidement l'aiguille et ma tête m'apparaissait un peu plus légère. Je ne vis pas le médecin s'éloigner et revenir avec un plateau bien garni. Bonsoir, Sweet Alico. Il me souhaita bon appétit et ferma la porte. Comment vas-tu, Sweet Alico? Ah là là. Voilà. Tu vas te répondre, Rasputin, c'est la voix qui fait tout. Je reprends. J'espère que tu vas bien, Sweet Alico. Que tu as passé un bon après-midi et un bon week-end. Je regardais le plateau repas en examinant chaque parcelle de celui-ci. Le verre contenait un liquide bleu foncé pétillant dont la senteur fruitée ravit mes papilles. Je ne savais pas de quoi il était constitué et n'en reconnus pas l'odeur. Les 3 assiettes à son côté m'attiraient du fait que de toutes les couleurs qui en émanaient. Je crus discerner du poisson, malgré sa drôle de teinte, et des variétés de légumes dont l'aspect ne me parlait rien. Je m'essayai d'abord à porter le verre à mes lèvres, et les goûts appuyés me surprit dans le bon sens du terme. La boisson coulait facilement, moins compacte que je ne l'aurais cru. Et sa texture délicieuse me rendait déjà des forces sans que je ne comprenne comment. Ce que je pensais être du poisson en était bien. Je l'avalai avec entrain. Les légumes se mariaient parfaitement avec ces mets esquis. Mon estomac fut vite rempli. J'avais oublié comme manger à sa faim faisait partie de ces sensations de plénitude qui vous prenaient entièrement et vous procuraient un bonheur extraordinaire. Alors, on sort? S'exclama un homme bourru en pénétrant sans délicatesse dans ma chambre. On m'a dit que tu pourrais sortir aujourd'hui. Sa venue me fit sursauter, et le plateau repas retomba sur le sol avec fracas. Le nouveau, grand à la peau foncée et aux cheveux coupés ras, arborait un sourire ravageur et une combinaison bleue épaisse. Il tenait un casque étrange sous le bras qu'il posa sur la commode pour ramasser les débris des assiettes. « Tu veux que je t'aide » me demanda-t-il une fois qu'il eut terminé. Je ne savais même pas qui il était, mais son enthousiasme m'emplissait de sensations nouvelles. Je voulais sortir et découvrir le monde qui m'entourait. Une nouvelle vie m'appelait. J'acquiesçai à sa demande et il passa un bras sous ma taille quand je tentais de poser mes pieds sur le sol. Une fois debout, je me sentis quelque peu déséquilibré. Je serais tombé à la renverse sans le soutien de l'inconnu. Il m'offrit un autre bras pour que je me redresse plus facilement. Je m'appuyai dessus. La surface douce de son armure me surprit. Les premiers pas furent douloureux. Je ne baissai pas les bras. Si je voulais sortir de cet hôpital, je devais prendre un surmoi et continuer. À deux, nous fîmes plusieurs fois le tour de la chambre et je réussis à faire les 2 derniers pas tout seul. Ma tête ne tournait plus et je me sentais revivre. Je lui adressai un sourire éclatant, tout heureux de ne plus être dépendant de cet établissement ou d'être obligé de croiser le médecin qui s'occupait de moi. Il se retourna pendant que je prenais un jean ainsi qu'un t-shirt posé sur une chaise. J'avais l'impression de les voler à ce Chris qui n'était pas moi. On m'a dit que tu avais perdu la mémoire, mais je m'en fiche, me fit-il. Moi, c'est Rick, et on va faire le tour de la maison. On ne sait jamais, peut-être que des images pourraient te revenir, me lança-t-il avec un clin d'œil. Peut-être bien, oui, dis-je avec espoir. Sans le vouloir, il me transmettait sa gaieté et je le suivis avec détermination. Nous passâmes devant la réception de l'établissement et un groupe de jeunes femmes me souhaita bonne chance. Je leur souris timidement. J'accélérai pour ne pas perdre Rick de vue et pour cacher mon visage duquel je sentais des rougeurs poindre. La jante féminine ne me laissait pas indifférent. Le visage de Laura me revint subitement en mémoire. Une tristesse profonde m'envahit. Arrête de tirer cette tête et admire plutôt Anavaille, notre belle cité sous-marine, dit Rick respectueusement en ouvrant ses bras et levant la tête devant l'immensité du hall dans lequel nous venions de pénétrer. Je ne pus fermer ma bouche tant l'étonnement m'avait happé.
La place grouillée de monde et le dôme nous entourant laissaient percevoir les fonds marins avec netteté. Quelques bancs de poissons nous frôlaient depuis l'extérieur et je reconnus les espèces de plusieurs d'entre eux. Le plafond transparent comme tout le reste et culminant à une dizaine de mètres me donna le vertige tant je devais tordre le cou pour admirer les baleines qui nous passaient au-dessus. Attendez un instant, j'ai oublié de faire quelque chose, de baisser un son au minimum, voilà. De nombreux escaliers et plateformes remplissaient la totalité de la surface, tant dans la largeur que dans la hauteur. Chaque espace ayant une fonctionnalité bien précise et soutenant la structure globale. De multiples appareils scientifiques avancés se distinguaient dans l'eau. Les tourbillons qu'ils laissaient à leur suite ne pouvaient se manquer. L'un d'eux, une petite boule avec une pince métallique autonome, pilotée par une intelligence artificielle, comme me l'expliqua Rick, permettait de récolter les algues et quelques petits poissons. Les plus gros vaisseaux, des mastodontes à plusieurs propulseurs conduits par des humains, transportaient des citoyens vers d'autres cités ou des marchandises pour divers marchés. Rick me détailla les marques et les vitesses de croisière de ces embarcations. Il utilisait régulièrement ces navettes pour le plaisir. J'aperçus des groupes de nageurs, avec ou sans combinaison, qui s'amusaient parmi la faune et la flore, explorant cette vie riche directement à portée. Des gardes armés les surveillaient en cas d'attaque soudaine, m'indiqua Rick. Les baigneurs ne rentreraient pas avant plusieurs heures. Le laboratoire Aquacorp avait créé des respirateurs de qualité, contenant pas moins de 4 heures de réserve d'oxygène tant que l'on maintenait son activité et sa respiration stable. Aquacorp avait construit les dômes translucides, ajouta Rick empathique, ainsi que les machines intelligentes et tous les autres appareils, aliments, accessoires et habitations des cités sous-marines humaines. Ce monopole me donna des sueurs froides. Rick m'intima d'avancer et nous entrâmes dans des dédales à n'en plus finir, remplis de stands et d'étals, vendant toutes sortes de variétés d'algues, de poissons et de boissons aux couleurs toutes plus étonnantes les uns que les autres. Rien ne me revenait en mémoire, et je me sentais étrangement en danger, comme si je n'étais pas fait pour vivre ici et que j'empiétais sur un territoire interdit. L'océan m'effrayait et je collais Rick qui n'arrêtait pas d'être pris à partie par des passants. Mon guide me raconta, entre deux abordages de fans, qu'il appartenait au groupe des explorateurs, ceux qui allaient loin, profondément, toujours plus bas pour récupérer des ressources inconnues ou rares dont les laboratoires avaient besoin. Les habitants semblaient les vénérer, certainement pour leur bravoure ou peut-être pour leur folie. Je ne parvenais pas à trancher. Ceux qui me reconnaissaient dans la masse ne laissaient rien paraître. La foule s'écartait étrangement sur mon passage. L'on entendait chuchoter, le regard tourné vers moi, et des enfants peu discrets me montraient du doigt. L'affaire de l'amnésique avait rapidement pris de l'ampleur. Cette atmosphère étrange me rendit mal à l'aise. Rick le remarqua et me prenant par le bras, m'entraîna vers un couloir incroyable où les reflets de l'eau s'agençaient magnifiquement. Animé d'une âme de conteur, il nous plongea dans le passé. L'humanité avait été engloutie par les vagues, et rares avaient été ceux désirant continuer de vivre à la surface, naviguant sur des flots incertains, au lieu de s'abriter dans d'immenses cités protégées des prédateurs et des intempéries, grâce à des scientifiques, ingénieurs, techniciens, artistes et autres esprits de talent, aux idées démentes et géniales. Nous marchâmes un moment, et Rick continua de m'expliquer l'utilité de tel appareil ou la fonction de tel bâtiment. La structure du dôme m'intriguait et je l'écoutais à peine. Son amour pour Anavai me laissait indifférent, bien que je la comprenne, tant la cité surpassait tous les rêves imaginables. La vie sous-marine avait longtemps été utopique selon lui. La montée en puissance des inventions d'Aquacorp, improbable start-up autrefois perdue dans la masse, avait permis à cette réalité d'exister. Voici mes quartiers, déclara Rick, toujours avec le sourire. Tous les explorateurs vivent ici. Il me mena à l'intérieur d'un édifice bien travaillé qui en imposait par sa taille et toutes les sculptures qui l'entouraient. Une vision de mon enfance me revint soudain.
J'adorais jouer avec ces navires, avec lesquels j'imaginais accoster des plages pour y découvrir un trésor caché. Le mot pirate s'imposa dans mon esprit, ainsi que d'autres termes marins plus élaborés. Nous entrâmes par la figure dite de proue, une sirène à la queue écaillée au visage doux, auréolée d'une belle et longue chevelure soyeuse. Les détails me bluffèrent et j'eus l'impression de pénétrer dans un navire d'époque. Le bateau pirate de mes jeux d'enfant. Il ne me manquait plus qu'un cache-œil et un sabre pour m'immerger complètement. Nous croisâmes des dizaines d'autres explorateurs qui nous saluèrent poliment, me glissant tout de même des regards de travers qui m'exaspérèrent. Les chambres se situaient vers l'arrière du navire, mais nous bifurquâmes bien avant. Rick désirait me montrer son petit bijou, son compagnon de vie, qu'il attendait patiemment sur l'une des plateformes prévues à cet effet, en bordure de dôme, prêt à se jeter à la mer dès que possible. Je te présente Athéna, mon vaisseau d'exploration, capable d'affronter les pires monstres et les plus terribles des tempêtes provenant des abysses. Elle m'a sauvé d'innombrables fois. Qu'en dis-tu ? Me demanda-t-il en posant amoureusement sa joue sur la carlingue glacée de l'engin. Fasciné, je posai ma main sur la vitre molle et souple de l'appareil et l'observai d'un œil curieux. Athéna possédait 2 sièges à l'avant et un espace agréable à l'arrière pour certainement y entreposer les trouvailles et le matériel. Rick m'expliqua que sa forme de flèche pouvait lui fournir de belles accélérations comme lui permettre de transpercer certains mammifères ou autres créatures peu commodes. Son bleu trouble la maquillait dans l'océan, ses pinces articulées au nombre de 6 la faisaient ressembler à une araignée quand elle devait se clouer au sol, et ses stabilisateurs, créés par les laboratoires Aquacorp, donnaient à Athéna des atouts appréciables en termes de déplacement précis et calculé. Rick en semblait amoureux quand il m'en parlait. « Athéna est impressionnante, dis-je, réellement subjugué. Rick me sourit, satisfait, et dirigea son regard vers l'un des jumeaux d'Athéna, autour duquel transitaient de nombreux mécanos. Je n'avais pas remarqué l'engin. L'appareil n'allait pas bien, sa carlingue brisait en toutes parts, et ses articulations déchiquetées attestaient d'un combat féroce avec la faune des eaux. Ne le reconnais-tu donc pas ? Je jetai à Rick un regard interrogateur et il me fit signe d'approcher. Poséidon avait morflé et les mécaniciens travaillaient d'arrache-pied pour le remettre en état. Avait-il été mon vaisseau ? Avais-je été un explorateur ? Tu étais l'un des nôtres, déclara mon camarade, comme s'il avait entendu mes questions silencieuses. Tu étais parti seul en expédition, et Anna, une nouvelle, t'a sauvé in extremis de la noyade. Ton casque a été brisé comme ton vaisseau, que l'on a réussi à repêcher avant-hier. Te souviens-tu ? Je secouai la tête et continuai de regarder le manège des réparateurs, abasourdi par les dernières révélations. Ne plus savoir qui j'étais me secouait plus que je ne l'aurais pensé. On a supposé un éboulement et une attaque subite de créatures des abysses. Nous ne saurons sans doute jamais, conclut-il en retournant vers Athéna. Tu es vivant et c'est tout ce qui te compte. L'image de Poséidon, le roi des mers déchus, me perturbait. Je décidai de tourner les talons. J'avais besoin de réfléchir à autre chose, d'avancer et de laisser mon passé derrière moi. Cette sortie ne me faisait finalement pas du bien. Tout s'entrechoquait dans ma tête, trop de nouvelles informations, trop de révélations. J'avais besoin de digérer. Je regardais Athéna d'un air absent. « Est-ce que ça te dit d'aller dans l'eau » me demanda Rick. « Avec grand plaisir, répondis-je, content de pouvoir m'intéresser à autre chose que mes problèmes. » Nous nous préparâmes rapidement. Mon collègue m'aida à mettre la combinaison bleue et me détailla le fonctionnement du casque de protection qui pourrait s'avérer utile en cas de problème de pressurisation, d'accident ou d'attaque. Il me permettrait de respirer le temps de rentrer à la base ou d'appeler les secours. Une puce radio avait été connectée au casque ainsi qu'une balise GPS. Heureusement que mon cerveau malade décryptait les notions scientifiques à la perfection, de sorte que je comprenais tout facilement quand on me l'expliquait. Mon passé d'explorateur devait sans doute se rappeler à moi. Une fois prêts, nous nous installâmes dans le cockpit, et le confort de l'habitacle m'impressionna. Athéna était un vrai bijou de technologie, et Rick la démarra sans peine.
Son ronronnement m'apaisa et nous plongeâmes à travers un trou dans la paroi. Il venait juste de se former et se referma de lui-même. Des micro-robots intégrés dans le dôme. La classe, hein? Je ne savais que répondre. L'intelligence de la structure m'interpella quelques instants encore avant que le paysage ne m'absorbe complètement. L'eau nous tendait les bras. On ne voyait pas grand-chose et Rick alluma les feux à l'avant. Je vis des poissons et de grandes ombres sur la droite. Passionné par son travail, il me décrivit les espèces qu'il côtoyait le plus souvent, leurs caractéristiques et les minéraux environnants. Je pris davantage de plaisir à l'écouter qu'auparavant. Une lumière intense m'aveugla soudain et je hurlai intérieurement de douleur à son contact. Aucun son ne pouvait sortir de ma bouche et je ne contrôlais plus mon corps. Une voix du fond des âges tentait de pénétrer mon esprit. Rick continuait de déblatérer à mon côté comme si de rien n'était, pas du tout dérangé par la lueur qui m'éblouissait. Je combattus quelques instants et perdus le contrôle. Une tonalité féminine s'adressa à moi. « Chris, souviens-toi. Fuis ceux qui sont pris à ta vie et honore notre pacte. Chris, souviens-toi. Je t'ai ramené et j'ai maintenant besoin de toi. » La voix et la lumière disparurent comme par magie. J'eus un flash terrible. Tout me revint en mémoire et le choc fut rude. Rick avait remarqué que je ne l'écoutais plus et m'envoya un coup d'œil inquiet. Je me tournai vers lui. Je ne sus ce qu'il lut dans mon regard, mais je sentis qu'il avait compris. Rapide et efficace, il sortit la dague qu'il avait cachée dans l'un des plis de sa combinaison et se jeta férocement sur moi. « Je ne te louperai pas cette fois », me balança-t-il à la figure. Je connaissais ses talents de combattant et n'avais rien oublié de ce que j'avais appris. J'avais l'océan avec moi et je savais qu'elle me protégeait à cet instant. Elle ne m'avait pas sauvé pour rien. Malgré mon état physique peu avantageux, je savais que j'allais l'emporter. Le combat tourna vite court quand après une esquive et un coup de pied bien senti, je réussis à lui soustraire sa dague pour la planter directement dans son cœur. Sous l'adrénaline et la rage, j'appuyai comme un fou et réitérai mon geste, plantant et sortant la dague le long de tout son torse, en passant par sa gorge et son visage. Je mis du temps à m'arrêter et à réaliser que j'avais complètement perdu le contrôle. Rick, celui en qui j'avais eu confiance et à qui j'avais tout révélé de mes découvertes, avait fini par me trahir. Une fois de plus, la peine ravageait mon cœur et mon âme. Il avait détruit ma vie et je ne reverrai plus Laura à cause de lui. Je me calmai et déplaçai le corps pour le mettre à l'arrière. Je décidai de le jeter à la mer avec mon casque. Des larmes coulèrent et je les laissai aller. Athéna n'avait pas trop dévié de sa trajectoire et je repris les commandes. Je devais laisser mon passé derrière moi et suivre mon nouvel objectif. J'avais promis que je sauverais ceux dont j'avais découvert l'existence par hasard le mois dernier en échange de cette vie supplémentaire. J'allais soulever le peuple que les laboratoires d'Aquacorp torturaient, affaiblissaient et à qui ils volaient tout. Les Atlantes avaient besoin de moi. Deuxième texte terminé. Je viens de débloquer un succès relou à la voix. Félicitations Cthulhu. Félicitations. Qu'avez-vous pensé de ce texte? J'espère que vous avez apprécié ce petit texte, enfin petit. C'était cette nouvelle sur l'océan. Je reprends un petit peu mon souffle, ça fait beaucoup de lecture. Je suis ravi de savoir que vous appréciez. Mais ta voix le met en valeur, en force. Toujours un plaisir. Tiens d'ailleurs, j'y pense, mais si vous avez des textes que vous souhaitez que je lise, n'hésitez pas à me le dire, que je les découvre avec vous en direct, que je les lise pour vous. Parce que j'ai une toute petite collection de livres, mais quand même, c'est plus sympa que vous me fassiez découvrir quelque chose et surtout une lecture à laquelle je pourrais vous faire participer avec ma douce voix. Je lis quasiment pas en ce moment, désolé. C'est pas un souci.
De toute façon, je pose la question si jamais vous avez des envies de me faire lire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, je lirai ça avec plaisir. Bien sûr, tout dépend du contenu, hein. Évidemment je ne vais pas lire du gore, je ne trouve quasiment pas adapté à ma voix. Si vous avez des textes d'une douceur incroyable ou quelque chose que vous pensez qui pourrait coller parfaitement avec ma voix, n'hésite pas, je vais lire le relais de d'autres trucs. Bon courage, Cthulhu, bon courage. Bon, après cette petite pause, je reprends. Voyons, Cthulhu. Je vais baisser le son de la musique et reprendre la lecture d'un nouveau texte. Une lueur d'espoir. Je faillis glisser, mais me rattrapai de justesse. Mon échelle, mon partenaire de toujours, se ballottait sous l'effet du vent d'hiver et attaquait avec entrain ma peau sèche et mes mains rugueuses. Mes yeux plissés par la puissance des rafales, je ne craignais pas de tomber ni de me blesser. Des années d'expérience me précédaient, et mon corps, habitué à tous les supplices, supportait tant bien que mal ces ascensions quotidiennes, agrémentées de secousses plus ou moins violentes. 10 ans de labeur, grimper les centaines de barreaux, à dompter la tempête et à participer au bien-être de la communauté. Un sourire se dessina sur mes fines lèvres. Ma fougue habituelle retomba vite quand des images de la veille me revinrent en mémoire. Je m'efforçai de me ressaisir et de profiter de l'instant présent, comme si cette ascension constituait la dernière de ma vie. Mon travail importait, et plus incroyable encore, il me permettait de rêver. Me lever le matin ne me paraissait jamais difficile, et je n'avais pas perdu l'enthousiasme des premiers instants, même après toutes ces années. Chaque jour se ressemblait et à chaque jour ne pouvait être plus différent qu'un autre. Parfois accompagné de collègues, je partageais mes outils ou mes techniques, et nous mangions ensemble sur le toit du monde, à admirer les fourmis qui s'activaient à nos pieds. Parmi les plus âgés, je me savais respecté, voire parfois admiré, même si cela me dérangeait. Tel un simple humain, je m'acharnais à ma tâche et aspirais au bonheur simple. Je ne pouvais prétendre à une quelconque supériorité. En plus de me passionner pour mon poste, j'adorais le titre qu'il portait, ainsi que les insignes qui ornementaient ma tenue. Grâce à eux, nous étions reconnaissables entre tous, lumineurs par-ci, lumineurs par-là. Nos prénoms n'avaient pas la moindre importance pour les passants que nous croisions. L'heure avançait et je me permis une pause. Les étoiles brillaient de mille feux et le ciel d'un encre noire me tendait les bras. Les astres ne quittaient jamais mes pensées ni mes rêves. Ils me guidaient tous les soirs, bien qu'artificiels comme le vent. Ils resplendissaient sur le dôme de verre et je me devais de les nettoyer tous les jours. Parfois, je les gravais à nouveau quand leur image dépérissait, abîmée par le passage du temps ou la pollution environnante. Je terminais toujours par le nettoyage de la constellation de la Petite Ourse et de son étoile polaire. Armé d'un chiffon de qualité, badigeonné d'un produit miraculeux, je fis avancer mon échelle pour me poster sous la casserole fuyante. Marcher sur d'immenses échasses me plaisait. J'avais développé quelques mouvements singuliers pour accélérer mes déplacements sans que cela n'en devienne risqué. Pour ne pas percuter d'habitants ou entrer malencontreusement dans les maisons, les échelles se déplaçaient au sein d'une structure métallique particulière, qui naviguait dans toute la ville et qui définissait les chemins des lumineurs. Je commençais à les connaître par cœur, ce qui m'avait notamment sauvé la vie le jour où la communauté avait voulu tester la mise en place des nuages et que ces derniers m'avaient aveuglé. Le ciel ne contenait aucun défaut mousseux ce soir-là, et je parvenais à distinguer les passants d'en haut. Quelques enfants, suivis de leurs parents, m'envoyèrent des signes chaleureux. Je leur répondis avec un grand sourire qu'ils ne me remarqueraient sans doute pas. J'astiquai avec énergie l'étoile polaire afin qu'elle brille de mille feux et qu'elle fasse apparaître des étoiles dans les yeux des humains obligés de vivre sous ce dôme.
Je me prenais pour un faiseur de rêves et cela me rendait heureux, du moins en partie. Le vent commençait enfin à faiblir et je ne fus pas mécontent. J'approchais de la fin de mes tâches et espérais que cela soit la même chose pour mes nombreux collègues dans les différentes zones. Je récupérais mes accessoires prudemment. J'entrepris de déplacer mon échelle de sorte qu'elle s'accole à l'une des plateformes qui nous permettait de redescendre. Ma mère m'avait surnommé enfant du ciel, et elle n'avait pas eu tort. Je me sentais bien mieux en hauteur dans les airs que sur le sol. Retoucher la terre ferme alourdit mes pensées. Mon estomac se noua. Les enfants accoururent et vinrent m'accueillir en héros. Moi aussi je veux être lumineur quand je serai grand, cria un petit à la chevelure blonde et aux yeux verts. Tu dois réussir les tests pour ça, le taquina son camarade, tout guilleré. Moi, ma mère a échoué, dit une fillette à la natte brune qui cherchait à me prendre la main. Il paraît que c'est très difficile, argumentait le premier bonhomme, en essayant de lui voler la place. Ils m'amusaient et je profitais de leur présence pour me détendre et apprécier la stabilité nouvellement retrouvée de mes pieds. Une main d'un enfant dans chaque poignet, je leur racontais comment le vent avait failli me déstabiliser. Leurs cris d'effroi me firent sourire. Je continuais à leur narrer toutes sortes d'aventures, notamment celles qui m'avaient vu coincé seul, dans le noir, quand l'électricité du ciel avait été coupée et que les plateformes ne pouvaient plus me guider dans le noir. Je savais qu'ils la connaissaient déjà, mais ils l'adoraient et ne s'en lassaient jamais. Les enfants, nous allons finir par être en retard. Quelques parents les appelaient au loin. J'intimais aux enfants de vite rejoindre leur famille. Ils me promirent de venir me revoir et courir jusqu'à l'autre bout du trottoir. Les mains à présent vides et sans chaleur, je les mis dans mes poches et levai la tête. Les concepteurs du dôme avaient triché. Nous voyions bien plus d'étoiles que lorsque nous vivions il y avait une éternité sous un véritable ciel. Le regard fuyant vers les faux cieux, je me mis à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur notre futur incertain. Reverrons-nous un jour la beauté d'un coucher de soleil ou la magnificence de la Voie lactée, telles qu'elles sont présentes dans les livres d'histoire? Né sous le dôme, je n'avais pas connu la joie de courir sans crainte de me frotter aux parois de verre, ou la sensation de liberté que l'on devait ressentir face à la mer, ou une autre étendue bleue sur laquelle je rêvais de poser mes yeux. Le gouvernement semblait ravi de guider nos vies, de nous imposer ses choix. Je ne l'avais pas remarqué, mais un petit garçon m'observait encore. Je le reconnus. Il m'observait chaque matin et chaque soir, caché dans les buissons. Abandonné par ses camarades, il s'était assis sur le rebord du trottoir et attendait patiemment que je vienne vers lui. Son côté solitaire m'interpellait et me faisait penser à moi. Je m'assis à ses côtés. « Tu sais où sont tes parents ?» demandai-je prudemment. Il acquiesça et ne dit pas un mot. Le rouge sur ses joues témoignait d'une timidité difficile à gérer. Il leva sa main droite et s'approcha de moi. Son index vint percuter mon insigne de lumineur. Un cercle d'étoiles entourant la devise « Faites briller les cieux ». Je le détachai et le lui déposai dans le creux de ses mains. « Tiens, prends-le. » Il me regardait avec des yeux ronds, surpris par ma démarche. « Ne t'en fais pas, je dirai qu'il est tombé et on m'en donnera un ou autre. » Voilà. Le petit garçon hocha la tête et déposa l'insigne tout près de son cœur, comme s'il était précieux, et ce devait être le cas pour lui. Il se pencha avec maladresse et déposa un léger baiser sur ma joue. Médusé, je restai tétanisé et n'eus pas le temps de lui dire au revoir. Il avait filé comme une fusée, certainement, en direction du centre-ville. Je décidai de m'y rendre également, sans rentrer par chez moi. Je ne souhaitais pas retrouver mon intérieur sombre alors que le ciel brillait intensément. Plus j'approchais de la mairie, et plus je sentais l'effervescence de la foule. La fête des étoiles filantes allait bientôt commencer, et le spectacle serait, comme à chaque fois, extraordinaire. Les technologies qu'employait le dôme pour distraire ses habitants me fascinaient. Des pancartes et des affiches colorées inondaient les lanternes et les arbres, et des banderoles serpentaient entre les maisons, passant même au-dessus de la route. J'aperçus des camions de police chargés du bon déroulement de la soirée. Quelques enfants et adultes me saluèrent avec emphase. Tout le monde me reconnaissait, même sans mon insigne. Célèbre, mon visage arpentait souvent les pages des journaux du dôme qui narraient mes différentes aventures.
ainsi que celles de mes collègues. J'en croisais d'ailleurs quelques-uns et les saluais d'un mouvement de la tête. Chacun avait son secteur bien défini et nous ne nous croisions pas si souvent. Quand je posais les yeux sur la foule, un chagrin bien connu m'envahit. Je n'avais plus de famille et ma peur de perdre l'autre m'empêchait de m'attacher facilement. Considéré comme asocial, je vivais seul, et cela me convenait la plupart du temps quand je n'y pensais pas. On choisissait les luminaires parmi ceux possédant le moins de compassion possible et le moins de contact avec les autres. Pendant longtemps, je n'avais pas compris pourquoi, mais maintenant je saisissais tous les tenants et aboutissants. Je levai une fois de plus les yeux vers le faux ciel et une larme se mit à couler. Compter les étoiles pour qu'elles brillent ne me plaisait tant. Que deviendrait ma vie si l'on m'interdisait la pratique de ce métier magique? Que deviendrait-il sans moi? Je me joignis à la foule et souris aux enfants qui me posaient de multiples questions, vite rapprouvées par leurs parents. Les lumières s'éteignirent soudain et les étoiles nous éblouirent. Je vidai mon esprit et me concentrai sur la constellation des Perséides, qui allait accueillir la simulation d'un phénomène que nos ancêtres avaient eu la chance d'observer de leurs propres yeux, alors qu'ils respiraient l'air de la terre et qu'ils n'avaient pas à vivre cachés sous un dôme de verre opaque. « Oh mon Dieu !» s'exclama une femme. « Là, regardez !» Des flashs lumineux parcoururent le ciel et la foule s'égaya. Mes doigts se levèrent en direction du ciel et je devins aussi enthousiaste que ceux qui hurlaient. Le spectacle majestueux m'emporta loin, sur des rivages paisibles à bord desquels j'oubliais ma condition et mon avenir incertain. Les lumières filaient sur le ciel étoilé et les couleurs m'éblouirent. Rouge, jaune, orange, bleu, violet, les techniciens s'étaient surpassés. Nous assistions à un événement majestueux. Le vent s'était atténué et aucun des nuages ne gênait le spectacle. Nous vivions la nuit préfabriquée idéale. Ce fut alors que je l'aperçus. L'homme venait de s'arrêter près d'une famille et faisait semblant de regarder en l'air. Son corps droit et son visage sans émotion ne trompaient pas. Je commençais à paniquer et me forçais à me ressaisir. Alors, ainsi, ils avaient déjà découvert mon secret. Rien ne pouvait échapper à ces machines. Je décidai de rester jusqu'à la fin des festivités, car l'androïde n'oserait pas m'arrêter au milieu de la foule. Cela aurait paru suspect ou aurait gâché l'hilarité ambiante. Je me forçai de me détendre et de profiter du spectacle. Une petite fille me prit la main. Je faillis la rejeter avant de me rendre compte de mon réflexe stupide. Elle ne me voulait pas de mal. Au contraire, elle m'envoya un merveilleux sourire qui me transforma. La faisant rire aux éclats et après avoir obtenu l'accord visuel de ses parents, je la fis monter sur mes épaules. De là-haut, elle continuait d'admirer le ciel et de taper dans ses mains. Mon statut me permettait de vivre d'incroyables aventures. J'avais fini par m'attacher aux enfants du dôme pour qui je n'hésiterais pas à donner ma vie. La fête se poursuivit quelques minutes avant que les lumières ne commencent à se rallumer doucement. L'homme impassible continuait de m'espionner, me lançant des regards hostiles qui me mettaient mal à l'aise. J'avais déposé la fillette devant ses parents et les avais remerciés chaudement pour ce geste généreux. La foule se dispersa, et je me retrouvai bientôt sans défense. J'entrepris de rentrer chez moi en m'associant toujours à des groupes de personnes, tout en essayant de semer mon poursuivant. Je songeais à aller m'installer à un bar, mais cela ne m'aurait pas aidé et n'aurait fait que retarder le moment fatidique. Il ne me restait plus que 3 pâtés de maison avant d'atteindre mon chez-moi et une sécurité toute relative. Le dôme n'était pas grand et il n'existait pas véritablement d'endroit où se cacher. Construit pour nous éviter de respirer un air empoisonné, amené par des guerres nucléaires fatales, cette création de verre avait sauvé les derniers habitants de la Terre. Elle nous sauvegardait jusqu'au temps où nous pourrions enfin nous libérer de ces chaînes et respirer un oxygène sain. Nous étions les derniers habitants de la planète, selon le gouvernement. J'y avais longtemps cru. Je continuais à avancer d'un pas rapide, n'apercevant plus l'androïde qui m'avait poursuivi plus tôt. Vais-je réellement réussi à le semer? J'en doutais. J'accélérai le pas et cherchai mes clés. Je les fis tomber à plusieurs reprises avant de réussir à ouvrir ma porte. Le stress ne m'avait pas quitté. J'entrai et la pièce bascula. J'avais reçu un coup violent sur la tête. Ma vue se troubla, deux machines à têtes humaines dissimulées sous des capes noires me fixaient durement. Elles m'empêchèrent d'appeler au secours en plaquant leurs mains sur ma bouche.
Ce fut la dernière chose que je vis avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. J'avais du pain sur la planche aujourd'hui. J'aurais préféré venir plus tôt pour mettre en place le matériel adéquat. Je devais nettoyer les étoiles situées sur les rebords du dôme, là où il s'inclinait, et cela requérait une attention et des gestes précis. J'avais pris mes tissus les plus performants ainsi que mon échelle préférée, et avais grimpé allègrement la plateforme pour débuter mes tâches dans la joie. Je commençais à frotter tout en sifflotant l'une de mes mélodies favorites. L'air frais du matin m'atteignit de plein fouet et me ragaillardit. Je reprends un tout petit peu mon souffle. Il ne l'avait pas encore aperçu grimper ce matin. Le petit garçon jeta un coup d'œil à l'insigne que sa mère lui avait épinglé sur sa veste et sourit. La veille, il avait enfin eu le courage d'aborder le faiseur de rêves. Son héros lui permettait une fois de plus d'affronter cette nouvelle journée. Il le regarderait nettoyer le plafond, risquant sa vie pour que tous les habitants puissent imaginer un ciel magnifique. Une vision qu'ils n'avaient pour la plupart jamais réellement pu observer de leurs yeux. Comme lui. Il avait décidé de passer les tests dès que son âge le lui permettrait. Le petit garçon espérait ardemment devenir luminaire, comme son héros. Sa mère serait fière de lui et son père, déjà aux cieux, l'attendait de pied ferme pour honorer sa mémoire. Ragaillardi par son contact de la veille, il ne voulait plus se cacher derrière des buissons. Ce matin, le petit garçon comptait accueillir le luminaire quand ce dernier prendrait son poste pour la journée. Les secousses se succédaient. J'eus du mal à maintenir un rythme efficace. Déplacer l'échelle avec délicatesse s'avérait de plus en plus difficile. Je mettais toutes mes forces en jeu pour éviter que ces bordures ne touchent le dôme. Si cela devait arriver et que cela abîmait la surface de verre, je ne donnais pas cher de ma peau. Les gaz toxiques m'atteindraient de plein fouet et je mourrais en quelques secondes, sans pouvoir fermer la brèche ou prévenir la population de la sentence à venir. Je me concentrai au maximum et repris doucement mon nettoyage, tout en maintenant l'échelle de manière à ce qu'aucun problème fâcheux ne se produise. Toujours assis sur le trottoir, le petit garçon commençait à s'inquiéter. Le luminaire ne donnait pas signe de vie. Était-il allé travailler dans une autre zone? La cloche allait bientôt sonner et il serait obligé d'aller à l'école. Il n'aimait pas aller en cours. Il préférait éviter ses camarades qui le torturaient et l'insultaient sans cesse. Le petit garçon regarda vers le ciel. Aucun luminaire en vue. Cela n'était pas normal. Le drame arriva sans que je ne puisse rien faire pour l'éviter. Alors qu'une violente rafale me poussait contre le dôme, mon échelle grinça violemment. Je ne réussis pas à la maintenir en position verticale. Elle bascula sur le côté et percuta violemment le dôme qui émit un bruit effrayant. Je dus attendre que le vent se calme pour pouvoir me rendre compte des dégâts. Je me maintenais à la seule force de mes bras et priais pour rester en vie. Je ne ressentais aucun manque d'air ou de problème physique particulier. Alors je supposais que le dôme n'avait rien. J'avais tort. Un petit trou tenait en lieu et place d'une étoile que je venais tout juste de nettoyer. La peur m'envahit. Qu'avais-je fait? Bonhomme? Un homme habillé d'un costume noir s'approcha de lui et mit un genou à terre pour s'aligner à sa hauteur. L'enfant n'avait jamais vu une personne aussi bien habillée et au regard aussi autoritaire. Il ouvrit grand les yeux devant la main que lui proposait le gentleman. Il ne sut quoi faire et préféra ne pas bouger. L'homme retira sa main. Le lumineur que tu attends ne viendra plus, expliqua-t-il. Il est mort ce matin, juste après avoir commencé son service. Je suis désolé, un fâcheux accident. Le ton de l'homme ne laissait place à aucune compassion, comme si le message avait été enregistré à l'avance. Il se releva, et l'enfant plissa les yeux, dubitatif. Le petit garçon aurait vu le lumineur s'il avait grimpé. Il n'avait pas bouché et il ne l'avait jamais raté. Pas un seul matin. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il regarda l'homme s'éloigner en silence, habité d'une étrange démarche raide. L'air que je respirais et qui s'échappait du trou ne m'avait pas encore tué. Je n'en revenais pas. La terre était-elle enfin redevenue habitable? Pourrais-je observer le ciel? Le véritable ciel? Curieux et excité, je positionnai mon œil face au trou et ce que je vis faillit me faire choir. Du vert s'étendait à perte de vue et le ciel nuageux s'agitait. Du gris, du noir, du blanc, du vert, du bleu,
Les paysages fabuleux que j'avais eu la chance de découvrir étaient fascinants. Au loin, des points blancs attirèrent mon attention. J'essayais de me concentrer pour identifier leur nature. Mon Dieu, j'avais toujours cru que nous étions les seuls survivants sur Terre. Je m'étais trompé. Je venais d'apercevoir une multitude de dômes certainement identiques aux nôtres qui parsemaient l'horizon. Le choc me troubla un instant et je décidai rapidement colmater le trou de peur d'avoir des problèmes. À qui pourrais-je bien me confier? L'enfant se dirigeait vers son école d'un pas nonchalant. Il se répétait en boucle les paroles de l'homme en noir et ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui clochait dans cette histoire. D'un coup violent, il arracha l'insigne du lumineur épinglé et le serra tout contre son cœur. Ce fut alors qu'il la remarqua. Une phrase avait été gravée au derrière. « Nous ne sommes pas seuls sur Terre. » Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Je viens de terminer le 3e texte. J'espère qu'il était toujours autant à votre goût. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours réveillé? Vous n'êtes pas trop bercé par mes paroles? Je suis navré de vous réveiller à nouveau. Mais il faut bien vous sortir de là à un moment ou à un autre. Ce serait problématique si j'apprenais que vous dormiez sur mes lives de manière assez violente. Je ne voudrais pas que vous ratiez quoi que ce soit. Comme un idiot. Écoute, Rasputin, sache que dans tous les cas, je ferai en sorte de mettre le live de la lecture sur YouTube, comme je l'ai fait pour l'autre live. Et dans tous les cas, si jamais vous avez un jour des soucis pour dormir, n'hésitez pas à passer cet audio. Je pense que ce sera très efficace. Est-ce que vous avez apprécié l'histoire? Est-ce que vous avez pu entendre jusqu'au bout l'histoire? Courage Rasputin, courage. Pas trop le choix. Ah mais moi ça ne me dérange pas si tu t'endors sur mon live. Hein. C'était un live fait pour vous, que vous ayez un sommeil réparateur, léger et profond, pour que vous puissiez être en forme pour demain matin. Car c'est une fin de week-end et il faut pouvoir se reposer correctement. Ne t'en fais pas, Rasputin, je ferai en sorte de remettre le replay assez vite. Dans tous les cas, ça me fait beaucoup rire et ça me fait plaisir de savoir que j'ai une voix qui vous hypnotise suffisamment pour que vous partiez dans des songes incroyables. Ça me fait toujours beaucoup rire. Il reste encore beaucoup d'histoires que je ne pourrai évidemment pas vous faire tous ce soir. Mais je regarde la prochaine histoire, savoir si elle est longue ou pas. Je te remercie pour la rediff, ne t'en fais pas. Et je trouve ça, je considère ça normal. Bon, je vais vous faire une dernière histoire pour ce soir, qui j'espère vous passionnera toujours autant. Attendez un instant, Atrocius, bien le bonsoir, Père Castor, raconte-nous une histoire. Eh bien justement, j'en cherche des histoires, parce que là, je tombe sur... Attendez, je vérifie vite fait. Aïe 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 aïe. Attendez, non voilà. Voilà, j'ai trouvé une histoire où il n'y a pas de cadavre, qui pourrait coller parfaitement avec le calme, à l'aide. Ne vous en faites pas. Je réserve des histoires pour peut-être une prochaine fois, ou peut-être que je vous laisserai les découvrir quand je vous donnerai les liens pour aller suivre l'autrice. Ce texte-ci s'appelle Reconversion. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps.
Cette chanson d'un autre temps atteignit dans mes oreilles fatiguées. Instinctivement, je rentrais la tête dans les épaules, tout en cachant ma chevelure grise sous ma capuche. Un groupe de jeunes aux voix faussées semblait bien s'amuser, sans que leur attention soit attirée par ma personne décrépitée. Je préférais m'assurer que ma soirée reste aussi ennuyeuse que possible. J'avais assez donné durant de longues années, et je vivais pour ces instants paisibles qui m'avaient été volés. Je ne regrettais rien. Je poursuivais simplement mon chemin, le temps que mes aventures de prétendus super-héros tombent dans l'oubli. Je désirais entamer un nouveau cycle, même si beaucoup me traitaient d'imbécile, marquant qu'à mon âge, je ne pouvais rien débuter. À tout cela, je leur riais au nez. Depuis plusieurs années, je réfléchissais à ce que deviendraient mes derniers jours. À quoi pourrais-je être utile à présent que je n'avais plus droit à rien? J'avais essayé de postuler pour devenir professeur d'arts martiaux, professeur de stratégie militaire ou tout autre titre barbant s'accent sur mes anciennes missions. Tout m'avait été refusé en bloc. L'école qui m'avait formé avait d'ailleurs fermé. Le temps des super-héros était terminé. Les États ne kidnappaient plus d'enfants aux talents physiques ou spirituels pour les éduquer selon des principes moraux bien définis. Ils ne leur faisaient plus affronter les mafias, rebelles ou autres terroristes à leur place, comme si la police n'existait plus, alors qu'elle se la coulait douce dans des bars glauques. Les enfants maudits ne s'entraînaient plus des heures par jour pour défendre la patrie, la nation, des symboles qui ne leur parlaient pas vraiment, surtout à leur âge. Et ils ne faisaient plus semblant de posséder des pouvoirs factices, aidés par des outils construits de toutes pièces par des ingénieurs et scientifiques de talent. De faux pouvoirs, mais de véritables super-héros, capables de soulever des foules et de guider le peuple. Bob Moran contre tout chacal. Je m'éloignai rapidement et tournai à l'angle de la rue. Des images de plusieurs de mes anciennes missions se rappelèrent à moi, sous l'impulsion du tube d'Indochine. J'avais vécu de beaux moments, je devais bien l'admettre. J'avais eu droit à mes heures de gloire, alors que, sous mon masque de faucon noir, le public et les enfants m'acclamaient après la chute de dealers ou l'emprisonnement de psychopathes. À présent, tout cela était fini. Les super-héros que j'avais connus devaient se faire oublier. Les gouvernements ne voulaient plus entendre parler d'eux. Nous leur coûtions trop cher. Même les plus puissants ne réussissaient plus systématiquement à nous manipuler, surtout une fois que notre costume constituait intégralement notre identité, ou que le succès nous montait à la tête au point que nous nous perdions dans le maelstrom des applaudissements ou des baisers volés. Je m'y étais laissé prendre, et le calme ambiant de mes dernières journées sonnait agréablement à mes oreilles. J'avais tourné la page. Ou alors me voilai-je complètement la face? Je me retournai soudain. La capuche tomba violemment sur mon dos, laissant l'eau me mouiller le visage. Bras en avant, jambes fléchies, je me tenais en garde, prêt à affronter la suite des événements. Malgré mon vieil âge, je n'avais pas perdu tous mes réflexes. Je me déplaçai pour me positionner à l'abri d'un mur. J'avais senti une présence, comme si quelqu'un me suivait. Je regardais partout autour de moi, tendis l'oreille et calmais mon rythme cardiaque. Je me penchai en avant pour observer la rue voisine, tout en posant l'une de mes mains sur une affiche déchirée sur laquelle mes doigts glissaient. Je levai brièvement les yeux pour tomber sur une vieille photo de l'explosion du laboratoire d'Hérocorp. Des groupes d'anciens super-héros avaient, apparemment, pété les plombs après l'annonce de la fin de leur ère. Une rage profonde s'éleva du fond de mes tripes pour ressortir en grognement du bout de mes lèvres. À l'époque, je me cachais des fanatiques qui souhaitaient m'embaucher à leurs frais et qui ne voulaient pas me laisser prendre ma retraite. N'avais-je pas mérité ce repos? Quand je sentais mon corps réagir comme si j'avais 20 ans, alors que j'en avais 70, je comprenais que je ne pourrais jamais laisser mon passé entièrement derrière moi. On m'avait façonné, on m'avait transformé. Je ne me reconnaissais plus. Que savais-je faire d'autre à part combattre leurs crimes? La rue paraissait vide. Je continuais d'avancer, à pas mesurés, la capuche de nouveau sur ma tête. Il ne me restait plus que quelques minutes de marche avant de parvenir chez moi. Soudain, un rayon lumineux rouge passa juste devant mes yeux, puis vint se heurter au mur de pierre qui roussit sous la chaleur du faisceau laser.
Ok, je ne suis pas fou, dis-je à voix haute. Quelques-uns me suivaient bien et voulaient ma mort. Je me mis à courir, espérant semer mon poursuivant grâce à mes connaissances accrues du quartier. Les rues désertes s'enchaînèrent, je courais à en perdre haleine. Alors que je pénétrais dans l'un des derniers jardins publics de la ville, une ombre vint se poster juste devant moi. Le jour était tombé rapidement en ce début d'hiver et je sentais mon corps trembler. Était-ce de peur ou de froid? L'ombre s'avança et je pus la discerner. Un jeune enfant se tenait en face de moi, un bâton en bois à la main. Encore un fan? Instinctivement, je pris position. Il se déplaça et je pus apercevoir son visage sous la lumière des lampadaires. Ce que j'y lus m'inquiéta. L'œil que j'observais ne renvoyait pas un regard enfantin, mais un message mort. Et merde, m'exclamai-je alors que je cherchais des issues. Je n'eus pas le temps de bouger que l'enfant m'attaqua de front, le bâton en avant. J'esquivai et répondis par un coup de pied dans les côtes. Le jeune guerrier se retourna comme si je ne l'avais pas touché. Il enchaîna des frappes, des estocs acrobatiques, tout en sautillant sur ses pointes pour se donner de la force. Je parais en serrant les dents, supportant coup après coup. Alors que mon adversaire se préparait à me sauter de nouveau dessus, je reculai, le faisant se déséquilibrer. J'en profitai pour fuir, mais un rayon laser m'atteignit à l'épaule droite. Je trébuchai dans la terre mouillée. Comment l'enfant s'était-il procuré cette arme? La réponse s'offrit à moi. L'enfant générait lui-même le laser et pointait déjà son majeur dans ma direction. Mais c'est quoi ces délires? Paniquai-je, accablé par ma découverte. Géraud, relève-toi. L'enfant qui avait parlé sortit de nulle part. Il se posta près du combattant en sueur qui m'avait mis à terre. Tu es le dernier des super-héros déchus à ne pas avoir succombé à notre test, reprit-il. Félicitations. L'enfant tapa dans ses mains, la mine grave. Hein? Parvins-je à dire alors qu'une dizaine d'autres enfants s'avançaient pour m'encercler. Tu vas nous entraîner et reprendre ton masque, poursuivit leur chef. Son ton dur et tranchant n'avait rien à voir avec celui d'un jeune enfant. Sa main me tendait mon masque, celui du faucon noir que je pensais avoir détruit depuis longtemps. Nous voulons tuer tous les dirigeants d'Aérocorp, exclama-t-il, suivi par les rires jaunes des autres enfants. Je me relevai et le chef me balança le masque sans ménagement. J'avais du mal à comprendre. Le laboratoire avait abandonné ses expériences après que sa dernière génération ait atteint les 18 ans. Les enfants qui m'entouraient semblaient encore mineurs. Cela n'avait pas de sens. Nous sommes bien plus que ce que tu n'as jamais été, continua l'enfant-chef. Nous sommes de véritables armes vivantes. Pour que je comprenne, il se déploya sous mes yeux interdits. Ses iris se voilèrent, se transformant en focaliseurs de faisceaux. Ses bras se séparèrent en deux parts égales, chacune terminée par des pointes métalliques mortelles. Et ses épaules s'espacèrent pour laisser apparaître deux énormes canons porteurs de mort. Mon Dieu, Aérocorp avait profané le corps de ses enfants. Mon étonnement se mua en colère. On ne nous avait pas complètement menti. Les super-héros avaient effectivement disparu, parce que le gouvernement ne pouvait plus les contrôler. Non pas parce qu'ils coûtaient trop cher ou qu'ils adoraient les bains de foule, mais parce qu'on les transformait en monstres, on leur volait leur âme et qu'on se rebellait contre eux, et qu'ils se rebellaient contre leur créateur. Aide-nous, s'il te plaît, me supplia l'enfant-chef. Un autre groupe a fait sauter le laboratoire d'Aérocorp, mais il n'y a pas de survivants. Mais il n'y a pas survécu. Nous avons besoin de toi. Pour toute réponse, j'enfilai mon masque. Je vais trouver un nouveau sens à ma fille. En finir avec ceux qui m'avaient donné des ailes. Et voilà, le troisième texte est terminé. Enfin, le quatrième texte est terminé. Vu l'heure, est-ce que vous en souhaitez un dernier? J'en ai un dernier encore bien doux. Bien plus doux, si vous voulez. J'ai vérifié, il est parfait. Donc, si vous voulez encore un texte, n'hésitez pas à me le dire. J'en profite en attendant pour boire un petit peu. Non, le suivant, c'est que de la musique. Donc, très franchement, je pense que ça va coller parfaitement. Dans tous
tous les cas, si ça a l'air, si vous avez l'air partant, je pense que je vais continuer à lire. J'espère que tout ira bien. Je reprends un petit peu mon souffle parce que ça fait quand même beaucoup de paroles et beaucoup de textes à lire. Et je pense qu'on va pouvoir prendre tout doucement sur le dernier texte de la soirée. Vas-y Minem, comment ça me parle là, scandaleux. Le dernier texte s'appelle Toujours plus. La musique est comme un sport. Pour ne pas perdre ce que l'on a appris, il faut pratiquer tous les jours. Je me souviens des conseils de ma dernière professeure qui m'exhorçait à m'entraîner sans cesse et qui me donnait des tonnes d'exercices de doigté pour que mes mouvements deviennent de plus en plus fluides et efficaces. Chacune de mes phalanges, chacun de mes doigts, chacune de mes articulations ainsi que mon dos devait s'assouplir pour mieux supporter les positions. Je ne le sous-entends pas et je trouve qu'Eminem est très bien et un très bon artiste. Du coup voilà. À l'époque, je manquais cruellement de souplesse, mais l'effort et la ténacité m'ont permis de progresser et d'atteindre un niveau que je n'aurais jamais cru possible. À présent, mes doigts se meuvent avec habileté et rapidité, alors que mon cerveau anticipe toutes les prochaines notes pour que je me place avec précision et souplesse, sans aucun grésillement ni son malvenu. Voyons Cthulhu. J'ai eu des périodes de déprime quand je stagnais et que mes semaines d'exercice ne me menaient nulle part. Le travail acharné m'a détruit le bout des doigts, arraché la corne, et je saigne toujours après plusieurs heures de frustration à me torturer sur les cordes. J'ai arrêté quelques mois, des années auparavant, mais je suis parvenu à retrouver la foi et j'ai persévéré. Il est difficile de se motiver face à un morceau pour lequel on sait d'emblée que l'on devra y passer des semaines de travail pour qu'il le rende tout juste passable. La perfection ne s'atteint pas si facilement et est-elle seulement possible? La musique est bien plus qu'un mouvement, qu'un doigté et qu'une partition. Elle est sensation, émotion, rêve et poésie. Une machine, bien que rapide et intelligente, ne parviendrait pas à nous remplacer. L'humain possède cette capacité magique de s'extraire de son corps pour ressentir pleinement ce qu'il joue et s'évader en même temps que les spectateurs. Les fausses notes peuvent subvenir, j'en ai déjà exécuté lors de concerts devant des milliers de personnes, notamment à cause du stress. Mes camarades m'ont soutenu que cela ne s'était pas entendu et j'ai su qu'ils disaient vrai. Une note parmi des centaines de milliers ne signifie finalement pas grand-chose. Avec la pratique et le temps qui passe, je joue mieux et commence à prendre du plaisir. Il est compliqué de s'extasier lorsque l'on s'applique, que l'on est très concentré et que l'on remue notre cerveau pour qu'il retienne les notes et les enchaînements. La musique est aussi un sport cérébral, notamment lorsqu'il faut tout automatiser pour augmenter en vitesse, mais aussi parce qu'elle nécessite que l'on soit pleinement attentif à ce que l'on joue. Les séances d'entraînement se terminent souvent dans la transpiration et la fatigue. Après avoir soutenu mes bras plusieurs heures sans les reposer et ne pas m'être laissé distraire par quoi que ce soit. À mon grand désarroi, j'ai commencé la harpe beaucoup trop tard, à l'âge de 15 ans, et j'ai été obligé de prendre des cours via des professeurs particuliers alors que mes camarades s'activaient en conservatoire. Certains m'ont enseigné des méthodes efficaces, tandis que d'autres m'ont appris de mauvais gestes que j'ai assimilés et qu'il a fallu détruire pour tout reprendre à zéro. La harpe demande de la douceur, de la grâce et un doigté irréprochable. La corde doit être touchée par le haut pour s'enfoncer dans la chair de nos doigts, tandis que ces derniers s'alignent tous pour laisser un poignet ferme mais détendu, un bras souple mais efficace. Le coude doit être dirigé vers le haut, quand la main droite se dirige vers les plus petites des cordes au son aigu et que l'on décale son corps vers l'arrière pour mieux se positionner et jouer les notes avec force. La bonne prise de la corde est un apprentissage essentiel, notamment lorsqu'on apprend les nuances par la suite. J'ai pris du temps à me sentir à l'aise
à placer mes doigts sans trop réfléchir, et à ne pas trop appuyer pour assortir mes spectateurs, et à jouer avec fluidité sans que les notes me perturbent au point d'en oublier la musicalité de la mélodie et la beauté de la composition. Aujourd'hui, je m'évade sans cesse. Je prends du plaisir et j'en oublie toutes les souffrances qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Je continue de prendre des cours pour ne pas perdre les techniques et continuer de progresser. La beauté de ce domaine est que l'on découvre sans cesse de nouvelles façons de jouer, de nouveaux morceaux et de nouvelles personnes. Jouer en groupe est complexe mais intéressant et enrichissant quand chaque protagoniste se doit de garder le rythme et de compter sur l'autre. Je monte sur scène seul ou accompagné de mes différents groupements de musique. L'ensemble de 6 harpes me permet de perfectionner mon répertoire classique et mon sens du rythme. Mon groupe de musique médiévale me détend et me plonge dans le passé. Mon groupe de musique celtique me fait danser et chavirer au son d'accords mélodieux que j'adore. Et mes camarades de folk metal m'entraînent dans un tout autre univers où les doux sons de ma harpe s'harmonisent à merveille avec les voix gutturales et les riffs de guitare. Je ne pensais pas un jour pouvoir vivre de la musique ou que mon rêve devienne réalité. Je m'entraîne des heures chaque jour et je suis aussi suivi par un coach sportif qui m'aide à me détendre et à vider mon esprit. Les bras, les épaules et les poignets subissent autant de terribles épreuves que le dos et les jambes, notamment quand je dois composer avec les pédales de ma harpe classique, qui pèse d'ailleurs bien lourd quand je la compare à ma petite harpe celtique. La musique demande un esprit sain, tout autant qu'un corps sain. Rien n'est laissé au hasard et ma vie est réglée à la minute près. Depuis des semaines, je m'acharne sur les morceaux d'un concours d'importance capitale. Je pourrais me voir entrer dans un orchestre symphonique de musique de film et de musique classique. J'en ai toujours rêvé. Chacune de mes journées s'organise autour de la répétition de ces 5 morceaux et je suis impitoyable avec moi-même, bien plus que ne l'est ma nouvelle professeure. Ces méthodes strictes me rébutent souvent mais je m'améliore à son contact et cherche davantage la précision du doigté. Les mains doivent se positionner au centre de la table des cordes, mes coudes, mes bras et mon poignet doivent être souples, mon dos doit être ferme et léger à la fois, et mes doigts doivent tous s'aligner sur une même ligne de jeu. La beauté des positions quand je parviens à enfin les réaliser avec finesse me coupe le souffle et génère une grande satisfaction. « Kara, peux-tu m'apporter de l'eau ? Je meurs de soif, dis-je alors que je m'étire les bras, m'octroyant une pause bien méritée. Le morceau me donne des crampes en m'obligeant à enchaîner les harmoniques de la main gauche. Je déteste cette technique très peu confortable qui met mon poignet au supplice. J'arrive, mademoiselle. Je m'assis sur le lit et souffle doucement. J'entends Kara qui monte les marches de sa démarche sûre d'androïde. Seul des voyants sur son front la différencie des humains. Grâce à vos avancées technologiques, les hommes ne s'adonnent plus aux tâches pénibles. Grâce à Kara, je ne cuisine plus, je ne vais plus faire les courses, je ne fais plus le ménage et je ne pense plus qu'à la musique, cette activité passionnante qui rythme chacune de mes pensées et chacun de mes gestes. J'ai l'impression de vivre enfin sans toutes ces entraves me reliant à mes besoins primaires. Merci Kara, dis-je avec un sourire. Qu'as-tu pensé de la dernière partie du morceau ? Décousue mais chaleureuse, me répond-elle en fixant l'instrument. J'acquiesce, je dois encore travailler pour trouver un semblant d'ordre. Je la remercie et Kara me laisse reprendre mes exercices. Je me surprends souvent à oublier le fait qu'elle soit une machine. Ses yeux et ses réflexions donnent l'impression qu'elle ressent ce qui l'entoure, alors que cela n'est pas possible. Je dois sans doute rêver. Après quelques heures de travail intensif, je décide de m'arrêter et descends les escaliers. Une odeur agréable de blanquette de veau m'a atteint mes narines. Kara est une cuisinière hors pair. Je m'affale sur le canapé devant la télévision en espérant que le dîner ne tarde pas. Je zappe sur la télécommande et tombe sur le journal du soir. Je m'y désintéresse vite et rêvasse paisiblement, bercé par les bruits des couverts qui s'entrechoquent. Soudain, une mélodie somptueuse me détourne de mes pensées et je tourne mon regard vers l'écran. Un harpiste exécute avec précision et pureté une symphonie que je connais par cœur. Ses doigts bougent avec habileté et son corps se meut avec efficacité et exactitude. Il nuance les couplets qui se détachent du refrain plus endiablé
et son corps en phase avec la musique tremble d'émotion. Je l'envie tant cela semble facile. Pour la première fois, le mot perfection frôle mes lèvres. Qui est-il? Lorsqu'il termine, il se tourne vers la caméra. La vue de son front me coupe le souffle. Le harpiste est un androïde. Il a joué sans raideur mécanique tout en parvenant à dégager l'âme du morceau. L'angoisse m'envahit et ma respiration se fait allaitante. Comment rivaliser face à la perfection? L'évolution des machines annoncera-t-elle la fin du sport et de la musique chez les humains? Et c'est sur ces dernières paroles que j'ai terminé aujourd'hui la lecture de tous ces textes. Comme promis, je vais vous partager l'artiste qui s'appelle Chloé Garcia. Attendez un instant que je vous trouve un lien pour que vous puissiez aller voir son œuvre, enfin ses œuvres. Excusez-moi, ça met un peu le temps à charger de mon côté. Oui. J'espère que vous avez apprécié ces lectures. J'en ferai bien sûr d'autres, avec accompagnement ou sans. C'était bien avec la voix que tu as. Eh ben, toujours un plaisir. Je suis ravi de savoir que cela vous a plu. Voilà. Je vous donne son compte Instagram qui vous permettra de trouver plein d'autres liens. Ne vous inquiétez pas, elle poste beaucoup et j'espère que vous apprécierez son contenu. Et dans tous les cas, merci de m'avoir écouté pour ce soir. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que vous avez pu vous reposer un petit peu. Dans tous les cas, ce fut un plaisir de vous faire un peu plus de lecture. Sur ce, je vous dis bonne nuit, reposez-vous bien, bon courage pour la semaine qui va venir et à la prochaine. Au revoir. Cœur sur vous, n'oubliez pas, vous êtes beau, vous êtes bien, vous êtes des gens bien, vous êtes sympathiques. Prenez un maximum de plaisir et puis bye.